Près du lit où Mouah dormait son dernier sommeil, mon père, de temps à autre, récitait d'une voix monotone et basse la profession de foi. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. À côté de lui, ma mère scellait ses lèvres de son index posé à plat et de son autre main égrenait son chapelet. Asie pleurait en silence. Mon père remercia le docteur d'avoir bien voulu se déranger par un temps si mauvais. Puis, se tournant vers moi, « Tu iras, me dit-il, déjeuner tout de suite avec monsieur Nicosia, puis reprendre le mulet, et va au bois d'Où chercher la mère de Mouah, afin que, si l'enterrement se fait ici, elle voie son fils une dernière fois. Quant à monsieur Nicosia, nous le ferons accompagner par le jeune berger. » La tribu des Boadou est à près de 40 kilomètres de la nôtre. Je dus prendre le mulet de Menache, les autres devant servir au docteur et au jeune berger. La pluie avait cessé, mais le froid était beaucoup plus vif que le matin. Sur le capuchon qui me couvrait la tête entièrement, de gros grelons venaient battre avant de rouler sur mon burnous. Plusieurs fois au cours de route, je dus descendre pour me dégourdir les jambes, car le froid se faisait plus piquant à mesure que j'approchais de la montagne. Quand vers le soir j'arrivai enfin en vue du village de Mouah, de rares et lents flocons de neige valsaient dans l'air autour de moi. Sadit, la mère de Mouah, une vieille toute ridée, courbée sur un bâton noueux, voulut partir tout de suite. Je lui fis observer que j'étais exténué, qu'il ne fallait pas songer à voyager de nuit par un froid pareil. Elle voulut partir sans moi, et il fallut ameuter tout le quartier pour la décider à attendre jusqu'au lendemain. Le soir, elle me fit répéter 10 fois le récit de la maladie et de la mort de son fils. Tour à tour me reprochait de ne pas l'avoir prévenu plus tôt, m'injuriant, ou au contraire me baisant les mains quand je lui affirmai que son fils chez nous n'avait manqué de rien et avait connu toute la joie qu'il pouvait connaître. De temps à autre, elle s'arrêtait de parler pour geindre, en balançant son pauvre vieux buste au-dessus du foyer et en pressant de ses doigts ses paupières sèches. Je m'assoupissais, mais j'étais trop harassé pour dormir. Je m'éveillais à plusieurs reprises et à chaque fois, dans mon demi-sommeil, je voyais le même balancement mécanique monotone du buste de la vieille, pendant que m'arrivait à peine perceptible le son de sa voix éplorée. Avant l'aube, elle m'éveilla, ouvrit la porte et revint se battant les mains de désespoir. J'accourus. Il y avait dehors près d'1,50 m de neige. Il ne pouvait pas être question de partir. La mère de Mouah se tordit les poings, cria qu'elle allait se mettre en route quand même. Dut-elle rester quelque part engloutie sous la neige? Je la calmai difficilement. La douleur de cette vieille était atroce. Je résolus de faire pour elle tout ce qui était en mon pouvoir. Il y avait dans le village un homme d'une 40aine d'années qui, avant de se retirer définitivement chez lui, avait longtemps travaillé chez mon père. C'était un grand diable aux cheveux roux, renommé pour sa grande taille et sa force exceptionnelle. Je sortis le chercher et lui demandai s'il pouvait prendre mon mulet et conduire chez nous la mère de Mouah. Il dit qu'il serait très heureux de revoir mon père. Ils partirent dans la matinée, me laissant seul dans la maison de Tassadis avec de maigres provisions. C'était un rendez-vous de courant d'air que cette pièce unique où le vent s'engouffrait tout le jour par les fentes de la porte. Celle des fenêtres avait été bouchée avec de vieux chiffons. J'allumai du feu, mais toute la pièce s'emplit bientôt d'une âcre fumée opaque qui me faisait pleurer.
De temps à autre, pour créer un courant d'air, j'ouvrais la porte où la fumée happée du dehors s'engouffrait. Chaque jour, je me promettais de partir le lendemain, mais la neige continuait de s'amonceler lentement, inlassablement sur le sol. Dans les intervalles où elle ne tombait pas, le vent passant par les fentes de la porte venait me souffler aux oreilles sa voix, tour à tour coléreuse ou douce. Cependant, j'arrivais bientôt à me faire des amis dans le voisinage, surtout une vieille amie de Tassaadit qui était venue sans façon s'installer avec son chien dans ma nouvelle demeure où elle s'occupait du ménage. Le jour, je cassais du bois, grillais des glands doux, aidais la vieille à transporter l'eau. Le soir, j'allais dans la famille de l'ancien berger de mon père, où l'on veillait tard à raconter de vieux contes. J'eus tôt fait de mener la vie de mes hôtes aussi naturellement que si j'étais né parmi eux. Je pris même leur accent et les tours particuliers de leur dialecte. C'est d'eux que j'appris que, malgré la neige, il était arrivé la veille un autre homme de ma tribu. Il disait s'appeler Mohamed Chaven. On me le montra un soir qu'il passait sur la place. Mais je ne pus d'abord rien voir, car l'homme était enveloppé d'une grande djellaba brune qui lui descendait jusqu'aux talons. Il avait même pris soin de baisser très bas sur son visage le bord de son capuchon, si bien que je dus l'appeler. Compère au manteau brun. Oui, dit-il sans relever son capuchon. Sois le bienvenu. Il s'approcha de moi, releva son capuchon, juste assez pour que je reconnusse Wali, et comme j'allais m'écrier, il me fit vivement signe de me taire, puis, à voix haute. Je reconnais, dit-il à ton accent, que tu es de mon pays, mais je ne te connais pas. Je suis moi, Mohamed Chaven Dawrir. Et moi, Mohran de Tasga. J'allais chercher du blé chez les Arabes, continua-t-il de l'autre côté de la montagne, quand la neige m'a surpris. Quand elle aura fondu, je repartirai. J'espère te revoir d'ici là. Puis il s'éloigna. Le soir, quand je le revis seul, Wali me confia qu'il était venu là pour Oual-Hajj. Je vécus ainsi une longue semaine. Le grossier couscous d'orge que me faisait la vieille était délicieux, à mon appétit aiguisé par le froid, et je trouvais moelleuses les couvertures de laine de couleur où je me roulais tous les soirs à même la terre. C'est à peine si de loin en loin le souvenir de moi dans la première enfance était toute passée en ces lieux venait gâter ma joie, car ainsi replongé dans cette vie naturelle, avec ces paysans grossiers et simples, au milieu d'une nature dont l'âpreté même m'était un délice, je tâchais d'écarter tous les fantômes, d'effacer tous les souvenirs. Le plus aisément j'oubliais qu'il y eût quelque part un lieu et des êtres auxquels était rivée ma vie. Irrémédiablement, de par le monde, des menaces gigantesques, des heurts énormes où j'allais moi aussi être pris. Au bout d'une semaine, la neige fondit en partie. Les chemins devinrent praticables. Il y avait 14 jours que j'avais tout oublié dans ce coin de la montagne. Et chaque soir, la dernière semaine, je descendais à la source chercher l'eau que je chargeais sur l'âne de la vieille, devenue maintenant mon amie. Je ramenais aussi 2 ou 3 brassées de bois dont nous nous servions pour faire la cuisine et pour nous chauffer. Le 14e jour, vers midi, alors que je scellais déjà mon baudet, celui qui avait conduit Tassaadit à Tasga arriva. Mon père n'avait pas voulu le laisser partir avant la fonte des neiges. Tassaadit était resté chez nous, ma mère l'ayant retenu. « Tu resteras parmi nous aussi longtemps que tu voudras, jusqu'à ton dernier jour si tu veux, et nous t'enterrerons à côté de moi, lui avait-elle dit.
Je devais ramener notre mulet le jour même. Je partis après déjeuner par un soleil printanier. Mes amis du village avaient tenu à m'accompagner. Ils ne me quittèrent qu'à la limite du territoire de leur tribu, après m'avoir souhaité un heureux voyage. Beaucoup d'événements étaient survenus pendant mon absence. Je ne trouvais pas Asie à la maison. Mon père se contenta de me dire que, comme elle était fatiguée, il l'avait accompagnée chez sa mère pour qu'elle puisse se reposer un peu. Il me semblait étrange que ma femme puisse se reposer chez l'Athmas, qui, loin de mener une vie confortable, avait à peine de quoi vivre. Mais les décisions de mon père étaient sans appel. Du reste, chez sa mère, Asie aurait du moins la paix. Je me réservais seulement d'aller la voir plus tard. Mon second ordre d'appel était aussi arrivé avec ceux de mes camarades. Par une navrante ironie, celui de Mouh également avait été envoyé chez nous. Mais Mouh maintenant avait quitté ce monde, où des hommes faisaient la guerre. C'est chez nous qu'on l'avait enterré, malgré ses pays, qui voulaient le charger sur leurs épaules jusqu'à dans son village natal. Il eut l'enterrement qu'il méritait, car on ne vit jamais tant de jeunes gens dans un convoi funéraire. Derrière les premiers rangs, où les marabouts et les vieillards psalmodiaient le chant des morts, ils se pressaient tous se disputer la lourde bière de chêne massif où était étendu le frêle corps de Mouh. C'est comme s'ils s'étaient donné rendez-vous, car tous ceux qui avaient de près ou de loin connu notre berger lors des sajdas nocturnes avaient tenu à être là. Il en était même venu d'autre côté de la rivière. Wali et Idir avaient fait une brève apparition. Ils n'étaient pas restés longtemps par peur des oreilles et des yeux indiscrets. C'est une coutume chez nous que le cheikh, avant de commencer la prière, découvre le visage du mort pour que ses amis et tous les vivants le voient une dernière fois. Quand il s'approcha du linceul où Mouh dormait, ce fut un véritable assaut. Sans souci des convenances, les jeunes bousculaient les vieux. Wali, Mennash, Rabah et Idir, qui étaient les plus près, ne voulaient pas partir pour laisser place aux autres. Ils voulaient se repaître les yeux des lignes de ce visage durci par la mort. Les yeux de Mouh étaient clos, mais ses traits avaient gardé la grâce dans la souffrance. Tous, sachant bien que bientôt la main du cheikh, ramenant le linceul, voilerait pour toujours même cette immobile statue, ne voulaient pas partir pour que de Mouh cette image du moins leur restât. Tant que durera leur vie, c'est ainsi que tous ses amis le verront, serein, tranquille, détendu, et jamais l'idée ne leur viendra que tout de lui jusqu'à ses yeux soit devenu poussière ou cendre ou la proie des vers. La suite, demain, vous pouvez vous abonner.